Salut à vous, bienvenue sur Viteref, c'est Mickaël. Aujourd'hui j'ai un invité spécial, une invitée spéciale, Nancy. Voilà, donc Nancy, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Bonjour tout le monde, alors moi c'est Nancy, je suis de la chaîne YouTube Binancy comme vous le voyez et aujourd'hui avec Michael on a décidé de faire une vidéo ensemble pour une interview concernant les étudiants sur le thème de comment créer son entreprise en étant étudiant puisque moi-même je suis étudiante et j'ai quelques questions là-dessus. Voilà. Parfait, je te remercie Nancy. En plus tu es étudiante en Allemagne, hein, comme, enfin on est tous les deux en Allemagne. On se connaît par rapport à un ami en commun. Alors comme tu dis, tu as des questions, donc j'essaierai d'y répondre avec le maximum d'informations. Je te laisse poser tes questions et puis j'y répondrai. Et puis s'il y a quelque chose, tu peux très bien intervenir et puis me reposer des questions là-dessus. Par exemple, des épices dans la cuisine. J'importe des épices, par exemple, venant de Madagascar. Où est-ce que je peux me diriger ici en Europe, que ce soit en France ou en Allemagne, pour présenter mes produits? Eh bien, écoute, commençons dès le départ sur la chaîne de production. Moi, tu vois, je suis très, très, très process, donc processus. Tout au départ, c'est déjà de se poser la question, est-ce que je dois importer tout? Tu es toi-même de Madagascar, donc tu connais tes produits et tu connais ton pays. Donc, à la fin, tu auras peut-être des contacts, tu auras peut-être la possibilité d'apporter tous les trucs. Mais à la fin, c'est de se poser la question, est-ce qu'il n'est pas plus économique, plus rentable d'avoir peut-être un importeur en gros. Par exemple, à Hambourg, je sais qu'à Hambourg, il y a énormément d'importeurs d'épices, parce qu'avec le port d'Hambourg, il y a beaucoup de produits qui arrivent à Hambourg. Est-ce que pas plus important de passer par un intermédiaire qui revend les produits, si la qualité passe, donc tu peux essayer de réfléchir à ce que je dois importer. Donc c'est soit j'importe, ou alors soit j'achète d'un importeur en gros en Europe, qui naturellement exprime mes qualités de produits, parce que si tu veux faire dans la qualité, ben, il faut que les produits aient la qualité. Ensuite, bien évidemment, se poser la question comment je veux le faire. Est-ce que je veux vendre mes produits en ligne ou alors en magasin? Ensuite, c'est poser la question quel type de produit je veux créer. Est-ce que je veux créer des sachets comme tu peux avoir du Colombo ou alors du curcuma ou je ne sais quoi encore comme produit exotique, d'épices ou du poivre de Cayenne ou je ne sais pas quoi encore comme produit qu'on a besoin dans la cuisine quotidienne. Et toujours le truc, est-ce que je veux les avoir tu sais, comment ça se dit, tu sais, en distributeur en verre, comme on les a en Allemagne. Je sais pas si, c'est un truc du croc, tu sais, où tu tournes. Ou alors je vais les avoir en sachet, et puis je mets ça directement dans mon truc à poivre et à sel. Ou je prends mes petits gobelets. Nous, à la maison, on adore les épices, on cuisine avec beaucoup d'épices. On a ces petits gobelets qu'on achète chez Ikea avec un petit bouchon dessus. Et on a toujours des trucs dedans, on met des petites étiquettes dessus, on met ça dans sa cuisine quand on fait un curry, quoi que ce soit. Et c'est ça, de se poser la question quel type de produit je veux avoir, comment je veux les mettre, donc dans quel type comment à quoi ressemblent mes produits, et ensuite se poser la question est-ce que je vais faire de la vente en ligne ou alors aussi en magasin. Est-ce que je vais en vendre mes magasins chez Edeka ou alors en France chez Leclerc ou dans les petits supermarchés comme les supérettes et tout ça quoi. Et c'est ça le truc. Déjà en arrivant là, vraiment de savoir quel type de business je veux faire, à quoi ressemblent mes produits, comment je veux les vendre, en ligne ou alors en magasin, ou alors les deux. Moi honnêtement, je le dis, c'est un conseil de ma part à ce moment-là, c'est de vendre en ligne. Dans les magasins, c'est de pire en pire, c'est de plus en plus difficile. Il vaut mieux créer sa marque au départ en ligne. Comment, je vais l'expliquer ensuite, mais créer sa marque en ligne, et ensuite, comme le font beaucoup de sociétés qui sont qu'en ligne, avoir le luxe, se payer le luxe d'avoir un tout petit magasin. Je sais pas si tu connais, par exemple, il y a My Muesli. Tu connais My Muesli? Oui, je connais. Et t'as vu, ils ont ouvert des magasins, hein, alors que c'était qu'en ligne à l'époque. Tu commandais Mm. tes céréales en ligne. Tu faisais un mix toi-même en ligne. Tu recevais ton paquet avec tes céréales, point. Et maintenant, j'ai vu, moi, à Novre, ici, à Novre, ils ont ouvert un magasin. Et je suis rentré, et j'ai dit, moi, parce que moi, c'est mon business, tu vois, de comprendre la réaction des grandes sociétés qui cartonnent, pourquoi ils font ça. Et c'est pareil que Tesla. Tesla, je sais pas, tu connais la marque de voiture Tesla, hein. Voiture, oui, je connais. Normalement, tu as des grands magasins, des grands concessionnaires comme Mercedes, ils ont 150, 200, 300, 500 mètres carrés de magasins, enfin de surface de vente. Tesla, leur magasin, c'est 30 mètres carrés, deux voitures. Des palettes de produits au mur, comme
Et My Muesli, exactement la même chose. Ouais, on a une petite boutique. Enfin, nous, à Neuf, c'est une petite boutique. Je pense qu'à Munich, ils ont un plus grand magasin. Mais nous, c'est quoi? Il y a 25 mètres carrés de surface de vente. T'as les tuyaux avec les céréales et puis tu peux les acheter. Donc c'est bien parce que c'est écologique. Ils n'ont pas de produits en carton. T'amènes ton Tupperware toi-même et puis tu fais à la dose, tu vois. Tu peux. Et ce que je veux dire par là, tu vois, pour revenir à ta question, parce que j'ai tendance à m'évader, mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils se disent, maintenant on peut se le permettre financièrement. Et donc, comme on a un branding, comme on a une marque, on veut mettre en avant la marque dans la vie de tous les jours et pas seulement en ligne. Et c'est un luxe, hein. C'est pas qu'ils en ont besoin, mais c'est juste un luxe. Ils se le permettent. Et ce type de business, il y en a très très peu qui le font, qui l'ont fait auparavant. Les seuls qui le faisaient, je sais pas si tu connais Vorwerk. Tu connais avec le Thermomix, non? Ou avec les aspirateurs. Et Vorwerk, ils ont jamais eu de magasin. Ils ont toujours vendu en ligne ou alors du porte-à-porte. Ils faisaient du VRP, si tu veux, enfin de la vente par représentant, en fait, si tu veux. Et c'est-à-dire que les gens toquent à ta porte, voilà, j'ai un aspirateur, je vends le Thermomix, son site appareil multiservice, tu sais, pour faire la cuisine. Et c'est exactement la même méthode au niveau marketing, au niveau distribution. C'est-à-dire que pour créer sa marque, ces gens-là font du service porte-à-porte ou alors service en ligne, donc c'est-à-dire qu'ils sont qu'en ligne. Donc je te conseillerais, et à tous ceux qui nous regardent, de commencer qu'en ligne, parce que c'est beaucoup moins cher que d'avoir un magasin, d'avoir tous les produits. Tu sais, à la fin même, et c'est pour ça que beaucoup font du, comment ça s'appelle? Dropshipping. Et le dropshipping, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, tu as tes produits, mais ils sont gérés par quelqu'un d'autre, ils sont stockés chez quelqu'un d'autre. Les gens-là s'occupent de la gestion de stock, donc que les stockages rentrent, que les produits soient stockés et gérés. Hein, donc l'état actuel des stocks, ça il faut savoir le gérer. Parce que ça sert à rien d'avoir des produits en ligne et tu te rends compte qu'au bout de quelques semaines, tu as une rupture de stock et il te faut 3 semaines pour relivrer. Donc tu vois que la gestion de stock, c'est vraiment important et il y a tellement de choses à apprendre par rapport à ça. C'est pour ça que je dis souvent, c'est bien gentil de dire on va faire des produits. On peut faire énormément d'argent avec les produits, mais c'est tellement compliqué, c'est tellement de choses à apprendre, alors que quand on a des services, tu as un produit virtuel quelque part, ce sont des services, la prestation de service où tu vends un produit digital, numérique, comme je vais le faire aussi à l'avenir. C'est beaucoup plus simple parce que ton produit, tu l'as quelque part sur un stick, les gens cliquent sur un lien, ils le téléchargent, le produit est là, ils ont un service en ligne sur une plateforme. Alors que quand tu crées des produits réels, des produits purs et durs que tu peux toucher, palper, il y a tellement de choses à faire. C'est pour ça que le dropshipping, c'est génial, parce que quand Amazon, par exemple, fait tout pour toi, ils ont ça en stock chez eux, ils gèrent le stock, ils gèrent l'envoi, t'as plus rien à gérer. Si tu gères, bien évidemment, tes clients, tu gères les commandes, tu gères le service client, mais rien ne t'empêche aussi de déléguer tout ça. Donc tu vois, on peut gérer son business comme ça, en déléguant tout, et toi, tu récupères tes intérêts, tes bénéfices à la fin de l'année. Alors tu vas me dire, mais qui peut gérer ça? À qui je peux déléguer? Il y a tellement je sais pas si tu connais l'expression assistant virtuel. Il y a énormément de pays, par exemple en Inde, et moi j'ai énormément eu affaire avec les Indes parce que comme je suis dans le système, dans l'informatique depuis des années, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de partenaires qui travaillent en Inde et qui ont énormément de grosses sociétés qui font de la prestation de services. Donc les sociétés avec qui je travaillais, c'était de la prestation de services pour les sociétés donc dans l'informatique. Mais les hindous ont aussi la chance et la capacité de créer de grands services, de sociétés de services, donc de prestations de services. Donc ils font les call centers, comme on dit, donc ils font de la prestation de services clients, ils font du service clientèle en masse, et eux ils peuvent te permettre par exemple de faire de l'assistance virtuelle. C'est-à-dire que tu as une assistante ou un assistant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, t'envoies les activités, t'envoies les tâches par mail, et eux ils gèrent tout ça. Donc bien évidemment au départ il faut mettre tout à plat, il faut leur dire voilà je travaille avec telle ou telle personne, j'ai tel fournisseur, j'ai tel client, dès que j'ai des mails c'est renvoyé directement à leur boîte mail. Et tu vois le délire, ce que je veux dire Nancy, c'est que, et même pour toi qui me regarde, donc nos spectateurs, c'est qu'en fait tu as énormément de possibilités de déléguer à l'heure actuelle, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de faire tout toi-même. Si tu as des gens que tu connais ou que tu aimerais bien déléguer, tu peux déléguer à pas mal de monde. Mais là aussi, je pourrais pas en parler pendant des heures et des heures. Et là, on peut déléguer en masse. Et je pense qu'il est beaucoup plus facile de créer sa marque par rapport aux réseaux sociaux. Donc faire de la pub sur Facebook. La pub sur Facebook, c'est vraiment
On est vraiment à l'âge de pierre, la pub Facebook. Il y aura pas une société dans 10, 15, 20 ans qui fera pas de pub en ligne. Ce sera fini les pubs à la télé, ce sera fini les pubs à l'arrêt de bus, ce sera fini la pub sur les grandes publicités, ce sera tout en ligne. Parce que c'est beaucoup moins de frais, c'est beaucoup moins de dépenses, de frais, et tu touches beaucoup plus de monde. Parce que c'est partout, et tu as du ciblage de groupes cibles, là, par rapport aux outils de marketing sur Facebook. Donc Facebook, Instagram, faire de la pub, travailler en ligne, proposer des services en ligne, c'est beaucoup plus simple que d'avoir des produits en soi. Mais pour revenir à ta question, pour créer du branding, c'est une question de temps. Le temps et la qualité des produits te permettra de créer un branding. Même si c'est un produit réel ou un produit virtuel, on s'en fout. Toutes les marques que je connais qui sont devenues grandes marques ont fait les choses différemment de la concurrence, mais l'ont copié 100%. C'est bizarre, hein? C'est-à-dire que les gens font les choses différemment, mais ramènent exactement la même chose en couleur. Et c'est ça le truc. Ils ramènent la chose en couleur. Je veux dire, toi, sur ta chaîne, hein, c'est ce que les gens ne savent pas, les gens qui me suivent mais qui ne te connaissent pas encore, c'est que tu présentes des produits aussi, des choses qui te plaisent, dans lesquelles tu dis, voilà, je teste tel ou tel produit. Et on se rend compte, en fait, que les produits, que ce soit un nouveau Babyliss, ou alors que ce soit une nouvelle crème pour la peau, pour les cheveux, à la fin, c'est souvent exactement la même chose que ce que fait la majeure partie des gens. Mais c'est peut-être une autre saveur, une autre senteur, c'est peut-être un autre, tu sais, comment ça se dit, un autre Behälter. C'est un autre conteneur, ou c'est un autre, un petit pot, un autre petit pot. Tu vois ce que je veux dire? Le contenu est le même, mais comment ça dit, le produit est différent. Et tu sais que c'est pas nouveau, mais les gens comprennent pas ça, qui sont pas dans le business. Tu sais que les produits qui sont qui sont vendus chez Aldi et chez Lidl sont souvent les mêmes fabricants derrière les produits que les produits qui sont vendus chez Edeka et Real. C'est-à-dire pour tous les gens qui nous comprennent pas, parce qu'on est des Allemands, les francophones allemands qui habitent en Allemagne, mais pour les francophones qui nous suivent, les produits chez Leclerc, chez Carrefour, chez Auchan, qu'on connaît en général, et qui sont aussi, eh bien les produits, les fabricants des produits de chez Aldi, Lidl, Norma et tout ça sont souvent les mêmes fabricants que des produits chez Leclerc, Auchan, Carrefour et les grandes marques qu'on connaît dans les pays francophones. Et ça, c'est ce que les gens ne savent pas du tout. C'est-à-dire qu'à la fin, on paye le contenu, le design et la qualité d'assurance. La qualité d'assurance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certains produits, des fois, qui sont un peu déformés, les légumes n'ont pas la bonne forme, parce que certains ont dit le concombre alors telle forme, les paprikas doivent avoir telle forme, ou les poivrons, tu vois. Alors que c'est complètement stupide, un produit c'est un produit, il est comme il est. Mais tu sais que les attentes d'un Leclerc sont pas les mêmes que les attentes de chez Aldi ou Lidl. Quoique la qualité des marques chez Lidl et Aldi monte de plus en plus. Et toi, par rapport à ta question et ton branding, il est important que la qualité soit là, que les gens soient, donc le service client soit très très bon. Refais la même chose que les autres, mais en couleur, fais les choses différemment, propose un meilleur service client, et il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à créer ton branding ou ta marque. Je connais pas de société qui n'ait pas réussi en faisant les choses comme ça. Mais il faut rester professionnel et ne pas être orienté produit, mais orienté client. Donc pas orienté produit, mais orienté client. Ça veut dire quoi? C'est ce que la plupart des gens font comme erreur. Les gens partent du principe que eux, ils savent eux-mêmes ce que les gens ont besoin. Mais tu peux jamais savoir ce que le marché il a besoin. Parce que t'es pas, comme je disais au départ, tout le temps en train d'écouter le pouls de tes clients potentiels. C'est pour ça que je dis, et ça c'est un conseil énorme, et c'est vraiment une petite pépite d'or, ce que je dis souvent, prendre la température là dehors où les clients sont. C'est-à-dire qu'on va sur des forums, on va demander à ses clients des feedbacks. Est-ce que ça te plaît? Qu'est-ce que tu aimerais bien avoir comme produit? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu aimerais mieux entendre? Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme question? C'est ce que je dis tout le temps aussi. C'est pour ça que je demande des feedbacks sur ma chaîne. Parce que j'aimerais que les gens me disent ce qu'ils aimeraient bien. Et je suis content qu'on me pose des questions parce qu'en me posant des questions, je sais très bien, eh bien, que c'est ça que les gens veulent entendre. Enfin, du moins, la personne qui m'écrit la question. Parce que si dans ma tête, je me dis, mais les gens, ils veulent ceci, cela, je sors le truc, je prends du temps. Imagine-toi, pour une vidéo, tu sais très bien parce que tu fais des vidéos toi-même. Des fois, c'est des heures de préparation, parce que les gens ne le savent pas, mais c'est des heures de préparation. Mais à la fin, t'arrives et ça plaît à personne. Alors imagine-toi si tu crées un produit pendant des mois et des mois et des mois. T'arrives, t'es content, ouais, je vais faire ma pub, ça va marcher, des millions et des millions. Ouais. Les gens voient le truc, tu fais de la pub sur Facebook, et ça plaît à personne parce que tu réponds à pas
Tu réponds pas à un besoin. Et c'est pour ça que je dis, il faut savoir être différent. Il faut avoir du temps. Il faut accepter les feedbacks, donc les retours des clients, les analyser, sortir un petit produit par rapport au retour, donc vraiment se dire, voilà, bon, il faut faire les choses différemment. Et tu vois, c'est ce principe de l'itération. Avoir une hypothèse, je pars du principe que les gens veulent ceci, cela, je passe à l'action, je crée mon petit produit, je sors mon produit, je passe à l'action, je sors le produit, j'analyse les petits retours par rapport à la consommation, par rapport aux vidéos comme tu fais par rapport à tes produits, parce qu'en faisant de la pub pour les produits, il y a des retours, les gens disent, toi, tu donnes ton retour, les gens qui mettent des commentaires mettent des retours, et les gens qui sortent les produits devraient aller sur des vidéos comme sur les tiennes, justement qui font des analyses de produits, qui donnent des retours. Et c'est ça qui te permet d'améliorer ton produit dans cette itération. L'itération, tu sais ce que c'est, hein, cette boucle fermée où tu fais toujours la même chose. Et c'est ça dans la vie de tous les jours, faire toujours la même chose jusqu'à ce qu'on ait atteint, je vais pas dire le maximum, la perfection, parce qu'un produit n'est jamais parfait. Et tu sais, un bon exemple, c'est l'iPhone. Il y a toujours des nouveaux iPhones, alors que l'iPhone, et moi je fais de la pub pour iPhone, hein, iPhone, je suis consommateur d'iPhone, non mais en rigolant comme ça, mais pourquoi Mais pourquoi Mais pourquoi Parce que c'est pas parce qu'ils ont besoin de sortir un nouveau modèle, mais c'est parce qu'ils répondent à des besoins des clients. Les gens disent ouais mais pourquoi vous sortez pas ça comme fonction? Il y a Huawei, il y a Samsung qui a sorti ça. Eh ben si ils le sortent et qu'ils ont envie de le sortir parce qu'ils peuvent se le permettre chez Apple, hein, parce qu'ils ont c'est le meilleur branding mondial, faut le dire honnêtement. Les produits Apple, quand tu vois l'Apple, c'est génial ce qu'ils ont fait. Ça et McDo. Est-ce que tu savais que McDo, c'est la seule marque qui sont dans tous les pays du monde? La seule marque. Il n'y a pas une autre marque mondiale, Nancy, qui est partout dans tous les pays du monde. Et tu sais qu'il y a certains pays où tu peux pas rentrer. Hein. À part McDo. À part McDo. Et ça, je l'ai lu tu vois, c'est en lisant, c'est en apprenant, en me formant que je l'ai appris. Et je savais pas. Et si on arrive avec sa marque à visiter tous les pays du monde comme McDo, c'est pour ça qu'il y a des bons bouquins sur le marché, comme le créateur de McDo à l'époque, hein, le fondateur, qui a sorti aussi un bouquin, et lire ce bouquin, c'est génial. J'ai pas le titre en tête, mais des gens comme ça, il faut lire leurs bouquins, il faut comprendre leur stratégie. Et c'est ça, si on veut sortir des produits, il faut apprendre à s'instruire de gens qui ont réussi. Parce que eux, ils te donnent des stratégies, ils te donnent des plans, ils te donnent des idées pour justement sortir tes produits à toi comme eux, ils l'ont fait. Donc je récapitule parce que la question est très très pertinente. Il faut accepter, il faut laisser le temps au temps. Il faut avoir beaucoup de feedback, donc accepter, donc avoir sorti quelques produits, donc des produits bêta, comme je dis, des produits basiques, hein, comme l'iPhone à l'époque. Le premier iPhone n'avait pratiquement pas de fonction, mais ils l'ont sorti quand même. Et par rapport au retour, ils ont fait beaucoup de features, beaucoup d'actualisations. Hein, ils ont actualisé donc le software, enfin le logiciel, ils ont actualisé donc l'hardware, donc l'iPhone en lui-même, hein, donc le produit et le software qui est dessus, hein, donc le logiciel. Et c'est ça le truc, savoir accepter cette itération, toujours amener les trucs en fond. Il faut savoir être différent aussi. Donc analyser la concurrence, faire une étude de marché, copier des autres, c'est peut-être bête de dire copier, mais faire les choses comme les autres. Faut pas réinventer la roue. La roue, elle existe déjà, donc sers-toi de la roue. Et c'est ça métaphoriquement. Sers-toi de ce qu'il y a déjà sur le marché, copie à droite à gauche, fais ton propre produit. Voilà, à sa façon. Même si c'est que le service client, même si c'est que la plateforme où tu vends ce produit à la fin. Le produit est identique, mais la manière dont tu le vends est différente. Et surtout, et le dernier indice, c'est prendre des risques, mais des risques gérables. Et gérable et des risques, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu prends pas de risques, c'est-à-dire que tu arrêtes tout ce que tu fais et que tu es à 150% sur ce projet-là, ça fonctionnera pas. Parce que les gens que je connais, ils donnent tout à 150% pour s'en sortir. Et ceux qui ont réussi à s'en sortir, et j'en connais pas mal, quel que soit le type de produit, que ce soit dans le consulting ou alors un produit de service ou un produit réel, que je côtoie, que j'ai analysé, qui me coachent ou qui sont là comme mentors, parce que je les analyse et j'analyse ce qu'ils font et comment ils le font, ils ont toujours pris des risques. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté leur boulot, ils ont fait énormément de crédits, ils ont pris des risques. Tu sais, des fois, la banque, ils te disent, bah non, 100 000, c'est pas pesable, mais ils savent que s'ils te donnent 300 000, ils gagneront beaucoup plus de thunes. Parce que tu paieras plus d'intérêts, donc ils auront plus de rentabilité à la fin. Je sais que c'est très très finance, mais je veux pas, mais c'est la réalité. Et le truc, c'est ça. Prendre des risques, c'est peut-être des fois aussi d'accepter 300 000, même si tu sais que ça va être dur de les rembourser. Bah, tu demandes à refinancer ou tu demandes d'avoir des capacités de remboursement.
Mais c'est ça, prendre des risques, et des risques gérables. C'est-à-dire que tu peux les gérer et t'es pas dépassé par les événements.